terrains. Et on a cristallisé ou on a consacré ce droit d'entrer sur les terrains. Alors, c'est donc un droit qui devient prépondérant. Tout ce que le citoyen peut faire, c'est évidemment négocier, par exemple, des indemnités, de négocier peut-être les conditions de cette entrée-là. Mais si vous imposiez des conditions qui, aux yeux d'un juge, constituent dans les faits un refus du droit d'entrée de l'exploitant, bien évidemment, il émettrait une injonction, puisque la loi prévoit que l'exploitant a un droit prioritaire d'entrée. Quant aux municipalités, elles ne sont simplement qu'avisées. Alors, ils ne sont pas consultés, ils n'ont rien à dire, simplement, ils reçoivent 30 jours d'avance un avis comme quoi une compagnie gazière ou pétrolière va venir chercher des hydrocarbures. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y avait plus de 70 000 citoyens qui avaient signé un formulaire là, qui disait « Vous n'entrerez pas chez nous, nous on n'est pas d'accord avec l'exploitation pétrolière ou gazière sur notre territoire ». Et la réponse du gouvernement dans son projet de loi, c'est « Oui, maintenant on va entrer chez nous ». Le titulaire d'une licence d'exploration doit aussi normalement faire un certain nombre de travaux annuellement pour maintenir sa licence en bonne et due forme. Cependant, les dispositions du projet de loi permettent au ministre de l'exempter, lui permettent d'appliquer sur une autre année ultérieure les montants qu'il devait dépenser cette année. Supposons qu'il devait dépenser 500 $, qu'il en a dépensé 1000 $, le gouvernement peut dire l'année prochaine, tu n'auras pas besoin de faire des travaux pour maintenir en vigueur ton permis. Il peut lui permettre aussi de reporter ça sur un autre permis dont l'exploitant serait propriétaire de ce permis-là. Bref, le ministre peut se permettre à peu près toutes les complaisances requises. Alors, évidemment, il faut également payer des droits annuels, mais ces droits annuels-là, on n'en sait rien, ça va être fixé par règlement. Et effectivement, le titulaire du permis doit aussi présenter un rapport annuel, mais le contenu sera également fixé par règlement. Le titulaire du permis doit évidemment aviser le ministre s'il fait une découverte de gaz ou de pétrole, et si elle est importante, d'une part, ou si elle est commercialement rentable ou exploitable, d'autre part, c'est-à-dire que ça vaut la peine d'investir de l'argent pour l'entreprise privée. Vous avez cependant 4 années, c'est important que vous reteniez ce chiffre-là, pour passer de l'exploration à l'exploitation, et vous allez voir tantôt que ce chiffre-là a une grande importance. Alors, ça, c'était les conditions rattachées, si vous voulez, simplement à la recherche, à l'exploration. Maintenant, on va regarder les conditions qui sont rattachées à la production, ou à l'exploitation et au stockage. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que pour obtenir cette licence-là, il va falloir passer par la Régie de l'énergie. Mais c'est le gouvernement qui va déterminer par règlement les éléments dont la Régie devra tenir compte et ceux sur lesquels elle doit se prononcer. Autrement dit, le gouvernement va établir les balises et puis la Régie va devoir se situer dans le corridor qui sera défini par le gouvernement. Quand on regarde le bilan, si vous voulez, de la Régie de l'énergie, quand on regarde, par exemple, aux augmentations des tarifs d'électricité dans les 5 dernières années, bien, on a vu qu'en fonction de ce que le gouvernement avait fixé comme balise, la Régie n'a pas véritablement eu le choix. Et ce qu'on a vu comme conséquence, bien, ça a été des augmentations relativement importantes de nos tarifs d'électricité. Donc, on peut s'attendre que, encore une fois, comme disent les Chinois, là, la Régie va à toute fin pratique rubber stamper la décision qui sera d'une façon ou d'une autre prise par le gouvernement. Et il faut se souvenir que la Régie de l'énergie, c'est un tribunal administratif. Alors, ce n'est pas un bac où les citoyens peuvent aller présenter leurs revendications, leurs doléances, leurs craintes. Il faut avoir un intérêt juridique requis pour pouvoir y aller. Il faut y aller avec avocat, etc. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, une fois que la Régie a examiné votre demande d'entrée en production, bien, là, elle va effectivement rendre une réponse positive. Et si elle rend une réponse positive, là, ça va être soumis au ministre qui, lui, la soumettra au gouvernement. Donc, à date, je dis bien à date, normalement, ça veut dire que la loi sur la qualité de l'environnement devrait s'appliquer, c'est-à-dire que le promoteur devrait produire une étude d'impact et ensuite il pourrait y avoir un BAP sous réserve que le ministre considère que la demande de BAP est frivole.
On l'a vu dans le cas de Gaspé, la municipalité réclame ce BAP-là, l'exploitant est d'accord, la communauté d'affaires est d'accord, mais le gouvernement considère que c'est plus bas, donc il n'y a pas de BAP. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en même temps que le gouvernement déposait le projet de loi 106, il a déposé le projet de loi 102, qui lui modifie la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, je fais une caricature grossière, prenez-la comme telle. Alors, dans le projet de loi 102, on prévoit maintenant qu'il y aura 4 types de projets, les dangereux, les plus ou moins dangereux, les pas vraiment dangereux, les pas dangereux pas tout. Puis là, en fonction de cette catégorisation-là, peut-être qu'on exigera ou non une étude d'impact et que peut-être il y aura un BAP. Il y a aussi le fait que quand c'est un projet pilote, il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir un certificat d'autorisation. Vous vous souviendrez que dans la région ici, particulièrement à Bécancour et dans l'Aubilière, les compagnies pressent le gouvernement de permettre des projets pilotes de façon effectivement à supposément démontrer l'inocuité des procédés d'extraction par fracturation hydraulique. Alors ces projets-là, probablement, seraient également exclus d'un BAP, avec évidemment toutes les conséquences qui peuvent en découler. Évidemment, si vous avez une licence de production, vous allez avoir le droit de produire des hydrocarbures ou de les stocker. Alors évidemment, les stocker en fonction de ce que le gouvernement va décider par règlement. Se pose la question des eaux de rejet. Parce que vous savez, quand on utilise la fracturation hydraulique, ça prend 20 millions de litres d'eau, et puis là, on va injecter ça avec des produits chimiques, et puis par la suite, ils vont en ressortir à peu près 10 millions de litres. D'ailleurs, ça vous a peut-être frappé que pour Anticosti, le ministre a accordé 3 permis de prendre 30 millions de litres d'eau. Mais 30 millions de litres d'eau, c'est totalement insuffisant. C'est 60 millions que ça prend. Alors, qu'est-ce que l'exploitant a promis de faire? Ben, il a dit, on ne prendra pas d'eau dans les rivières, parce qu'en Anticosti, les rivières ne sont pas très alimentées en eau potable. Donc, on va n'en prendre que 30 millions dans les rivières. On va faire des grands bassins de stockage, on va ramasser l'eau de pluie, puis la fonte des neiges. Et donc, l'année prochaine, on sera en mesure de faire la fracturation hydraulique en ayant tout l'eau dont nous avons besoin. Mais ça, c'est complètement absurde, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de lien entre l'eau qui tombe et l'eau qu'on retrouve dans les rivières. Dans les faits, on va, à toute fin pratique, assécher ces rivières-là. Alors, c'est ça qui est la problématique. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux de rejet? Bien là, dans le cas d'Anticosti, on nous dit qu'on va les traiter, on ne sait pas comment, il n'y a rien dans le certificat d'autorisation. Puis ensuite, on va rejeter ça dans les rivières. Mais aux États-Unis, qu'est-ce qu'on a fait d'abord au début, là, quand il y a eu des pluies au Québec dans les années 2008-2012? Qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on emmenait ça dans les usines de traitement d'eau usée, à Drummondville d'abord, à Trois-Rivières. Ensuite, il y avait le colorémer d'Huntington qui était prêt à recevoir toutes les eaux de rejet de toutes les mines du Québec. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ces usines-là? Bien, en fait, on faisait de la dilution. On ajoutait de l'eau jusqu'au moment où les tests devenaient acceptables. Puis ensuite, on ouvrait la valve, puis on envoyait ça dans les cours d'eau. Ça, c'est pas de traiter. Et ce que ça a donné, c'est qu'aux États-Unis, l'équivalent du ministère du Développement durable, de l'Environnement, a émis récemment une directive interdisant aux usines de filtration des municipalités de traiter ces eaux-là. Alors, qu'est-ce que les compagnies font? Bien, ils utilisent les anciens puits de mine ou les puits gaziers, puis là, on injecte dans ces puits-là ces eaux de rejet. Mais avec les conséquences que ça a provoqué des tremblements de terre, et souvent à une large échelle. Par exemple, à Oklahoma, on avait traditionnellement 3 tremblements de terre par année. Maintenant, on en a 3 par jour. Allez sur Internet, vous allez voir à Oklahoma, vous allez voir des photos des immeubles avec des fissures un peu partout. Alors, c'est ça qui est un peu dangereux et on ne sait pas exactement ce que ça signifie quand on nous dit qu'on va pouvoir utiliser des réservoirs souterrains pour y injecter des éléments. On nous dit aussi que les licences de production et de stockage, le ministre peut prendre toute décision qu'il juge compatible avec les dispositions de la loi. Mais il faut savoir qu'en droit, il y a une différence très importante entre être conforme à une loi et être compatible. Être conforme, c'est faire ce que la loi permet. Être compatible, c'est pouvoir faire tout ce qu'on veut
sauf ce que la loi interdit formellement. Alors donc, vous voyez là, le ministre a un immense pouvoir pour déroger à la loi et pour accorder, en fonction de critères qui ne sont pas définis, qui demeurent discrétionnaires, toutes sortes de passe-droits aux compagnies. Alors, on nous dit ensuite que la licence d'exploitation, de production, c'est valide pour 20 ans. Alors, encore une fois, c'est une durée qui est très importante. C'est la durée que les compagnies gazières exigeaient des producteurs agricoles dans les années 2008-2012 quand ils obtenaient un bail pour pouvoir exploiter là, à partir d'un territoire agricole. Et évidemment, c'est des périodes qui sont très longues, dans la mesure où un puits de gaz de schiste, de pétrole de schiste, généralement, après 5 ans, il n'y a plus rien. Là. Il y a encore du gaz, du pétrole qui sort, mais dans des quantités insuffisantes pour que ça soit rentable commercialement. Après ça, bien évidemment, là, par la suite, là, ça peut effectivement faire sauter le bouchon, comme on a vu dans certains endroits, avec des conséquences. Donc, cette durée-là de 20 ans, à mon avis, ne sert aussi qu'à permettre aux compagnies d'obtenir du financement. Alors, le projet de loi nous dit aussi que le gouvernement peut, pour des motifs raisonnables, exiger la maximisation des retombées économiques. Sauf que cette maximisation-là doit se passer sur le territoire du Québec et pas nécessairement dans la municipalité où se ferait l'exploitation. Alors donc, quand par exemple, Pétrolia envoie 2 fois par semaine ses camions à Suncor à Montréal pour porter le pétrole qui a été extrait dans le demande 4, bien, ça c'est la maximisation des retombées économiques puisque c'est raffiné en territoire québécois. Mais ce n'est pas Gaspé qui bénéficie de cette privilège-là. Comme dans les cas d'exploration, la licence de production donne un droit prépondérant d'entrer sur les terrains des particuliers et, si nécessaire, de les exproprier. Dans l'ancienne loi sur les mines, parce que dans l'ancienne loi, les hydrocarbures étaient considérés comme un minerai. Il y avait effectivement une possibilité d'expropriation, mais il n'y avait pas de distinction entre les phases. Donc, les compagnies gazières et pétrolières hésitaient beaucoup à exproprier, parce que s'ils expropriaient le terrain, puis qu'ils commençaient à chercher, puis qu'ils ne trouveraient rien, et là, il aurait été pris avec un certain nombre de terrains qui auraient dû revendre par la suite, et qui aurait sans doute été difficile de revendre, parce que est-ce que vous achèteriez un terrain sur lequel il y a eu de l'exploitation gazière et pétrolière? C'est loin d'être certain. Alors donc, le fait d'avoir divisé ça en 2 parties, ça favorise les compagnies qui vont pouvoir utiliser plus aisément le droit d'expropriation, parce que quand elles le feront, elles auront d'abord pénétré sur votre terrain, elles sauront qu'il y a des hydrocarbures, et elles pourront donc juger si oui ou non on doit vous exproprier. Mais, évidemment, les compagnies gazières et pétrolières n'exproprieront pas l'ensemble de la vallée du Saint-Laurent. On faut être bien conscient de ça, mais ils n'en ont pas besoin, parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont en exproprier un, et ensuite ils vont s'étendre horizontalement dans toutes les directions. Vous voyez le dessin d'enfant d'un soleil, c'est comme ça qu'on procède. Quand le shale est suffisamment épais, on peut même le faire à 2 niveaux. Et là, on s'étend dans toutes les directions. Donc, on va pouvoir s'étendre dans toutes les directions, éventuellement polluer les eaux potables, parce que souvenez-vous que dans le règlement sur le prélèvement des eaux, la seule distance séparatrice entre les sources d'eau potable et les puits gaziers et pétroliers, c'est 500 mètres de la tête de puits. Et comme on s'étend horizontalement jusqu'à 2 km, dans les faits, il n'y a pas de protection pour les sources d'eau potable dans RPEP. Et ensuite, on nous dit dans ce règlement-là qu'il doit y avoir une caractérisation. Donc, on doit examiner la qualité de l'eau, etc. Mais ça, c'est sur une distance simplement de 2 km à partir de la tête de puits. Donc, si vous êtes à 2,5 km ou à 3 km et que vous connaissez une pollution de votre source d'eau potable, et là, ça sera à vous d'engager des experts et d'engager le combat juridique pour une quinzaine d'années pour essayer de faire établir que, effectivement, la compagnie gazière et pétrolière est la véritable responsable de ça.
Alors, on nous dit donc qu'on va un droit prépondérant d'entrée, d'exproprier. On nous dit aussi que, évidemment, l'exploitant doit rendre un rapport et dans lequel il doit aussi payer les redevances. Mais les redevances, on n'en sait rien. Dans l'ancienne loi sur les mines, on avait au moins la fourchette, c'était entre 5 et 17 %. Là, ça sera fixé par règlement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi est adoptée par l'Assemblée nationale, mais c'est le gouvernement qui fixe les règlements. Donc, les parlementaires vont voter une loi où il y aura quelques principes généraux. Pour le reste, approximativement une coquille vide. Et c'est le gouvernement, c'est le parti politique au pouvoir qui va définir les règles du jeu. Alors ça, c'est à mon avis, une déviation du débat démocratique qui est assez importante. Bon, maintenant, toujours dans le cas des licences spécifiques au stockage, et vous remarquerez qu'on doit effectivement indiquer les substances injectées. Alors, encore une fois, c'est le danger qu'on voyait par rapport à l'injection d'eau de rejet dans ces réservoirs souterrains-là qui nous inquiète. Évidemment, le contenu des rapports qui doivent être produits seront aussi fixés par règlement. Maintenant, donc, là, je vous ai donné les principes généraux, la définition, les conditions rattachées à la licence d'exploration, les conditions rattachées à la licence de production, mais vous devez savoir que pour chacun des gestes qui sont posés à l'intérieur de ces deux phases-là, l'exploitant devra aussi obtenir une autorisation ministérielle. Une autorisation ministérielle pour des levées géophysiques ou géochimiques, pour des sondages stratigraphiques, pour des forages, pour la complétion du puits, pour le parachèvement et le conditionnement du puits, et les conditions techniques pour ces autorisations-là vont encore une fois être fixées par règlement. Dans le cas de la fermeture d'un puits, quand on est rendu à la fin, et là, effectivement, il y a une autorisation ministérielle et l'exploitant devra présenter un plan, comment lui compte faire la fermeture du puits. Et là, il y a une disposition dans la loi qui dit que entre la fermeture temporaire à la fermeture définitive, il peut y avoir encore là un délai de 4 années. Retenez bien ce second délai, parce qu'on verra tantôt qu'effectivement, ça porte à conséquence. Alors, chacune de ces autorisations-là vont faire aussi l'objet d'une inscription dans les registres publics, les registres consultés par les notaires, donc encore une fois, avec des possibilités que ça ait un impact sur la valeur de votre propriété. Dans le cas de la réhabilitation du site, donc on a fermé